femme allongée, là-bas, c'est moi. Enfin, moi. Mon corps. Je me souviens. Moi. Diane Fossey. Celle qu'on croyait folle. À présent, je la fais très bien la différence entre saint de corps et saint d'esprit. Ce soir, je suis plus saine d'esprit que de corps. En Afrique, tout le monde croit aux esprits. Tout est esprit. Le papillon comme l'éléphant, la fougère comme la forêt, mes deux perroquets malades et même une simple sculpture de vipère en bois. Tout est esprit. Et moi aussi, à présent. En Afrique, on croit que l'esprit reviendra toujours pour parler. Et je parle. La machette, cette machette est tombée là. Un premier coup violent m'a fendu le crâne jusqu'à la bouche. Je n'ai rien senti. La douleur, il faut lui laisser le temps de monter au cerveau, mais là, plus de cerveau. Pas eu le temps de souffrir. Et pourtant, mon corps, tu as souffert. Faut dire, vivre au cœur des montagnes à 3000 mètres d'altitude, dans la pluie, le froid, quand on a le vertige, qu'on est asthmatique et fragile des poumons, tout ça parce qu'on veut vivre au plus près des grands singes. Ils avaient raison après tout. J'étais peut-être folle. Pas eu le temps de souffrir, mais d'avoir peur. Ça, oui. Jamais de toute ma vie je n'avais eu aussi peur. Si. Si, peut-être. Le jour où il a fallu m'opérer de l'appendicite. Je me souviens. Ces enfants atteints de troubles physiques, psychiques. Des enfants perdus dans notre monde. Comme moi. À cette époque, je m'en occupais. Ils donnent l'impression d'animaux sauvages parqués là, sans aucun espoir. Ils ont besoin d'une gentillesse et d'une patience infinie pour sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Je comprenais. Quand on se sent différente, dans sa propre famille, aucune chaleur. Mon seul ami, Fischer, mon poisson rouge. Et subitement ma vie, bouleversée par un homme, Louis, le primatologue Louis Leakey, convaincu de l'urgence d'étudier les derniers grands singes, nos ancêtres, nos parents. J'écoute. Je n'ai aucun diplôme, mais ma place est là-bas. Le cœur de l'Afrique bat en moi et me presse de partir. Il m'a dit, Leakey, le docteur Leakey, il m'a dit, les femmes sont plus patientes que les hommes, elles observent beaucoup mieux les animaux. D'ailleurs, faudra vous faire retirer l'appendice. Où est le rapport? À ma connaissance, l'appendice ôté ne développe pas le sens de l'observation. De plus, je n'avais même pas l'appendicite. C'est là qu'il m'a décrit les morts lentes, d'aventuriers agonisant dans d'atroces souffrances, au cœur de régions isolées. J'avoue, j'ai préféré perdre mon appendice pourtant tout neuf plutôt que de me savoir condamnée tordue de douleurs infernales. Lorsque je me suis réveillée sur mon lit d'hôpital, j'ai crié « Est-ce que les gorilles valent vraiment tout ça ?» De retour chez moi, une lettre du docteur Leakey m'attendait. Quelle joie! J'espérais mon contrat, mon billet d'avion pour le Rwanda, la promesse de vivre ma vie. La lettre commençait ainsi. En fait, il n'y a pas d'urgence à vous faire opérer. De colère, j'ai failli en défaire mes points de suture. La colère.
Je me souviens. Papa, il m'adorait. Autant qu'il détestait sa petite vie étriquée d'agent d'assurance qui avait fini par le rendre alcoolique. Juste assez pour que ma mère obtienne le divorce. J'avais 6 ans. Il est parti faire la guerre en Europe. Il m'envoyait régulièrement des photos de lui en uniforme de marin. Il m'a écrit toute sa vie. Ma chérie, n'oublie jamais que je t'aime. Jamais, jamais. Mes seules lettres d'amour. Et puis, ma mère s'est remariée en quelques mois avec Richard Price, entrepreneur rigide, strict. J'avais beau l'appeler papa, rien n'y faisait. Richard Price disait « J'ai été élevé dans l'idée que les enfants dînent avec les adultes quand ils deviennent adultes. » J'ai donc pris tous mes repas en cuisine. Il signait toutes ces lettres. « Ton père qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime. » Il m'a écrit toute sa vie. Jusqu'à son suicide. Je n'ai jamais compris qu'il m'abandonne. Les seuls êtres qui ne refusent pas l'amour sont les enfants. Particulièrement ces enfants inadaptés et les animaux. Même un poisson rouge, hein. Je l'avais appelé Fisher Price. Quand il est mort, j'ai pleuré toute une semaine. L'humanité. La véritable humanité n'a pas besoin de mots. Elle est muette, discrète. Faire silence. J'étais enfin partie pour l'Afrique. Je signais pour une étude de 2 mois. Comptez les derniers gorilles des montagnes encore vivants. 2 mois, j'y suis restée 18 ans. 18 ans, une vraie mission suicide. Le docteur Leakey m'avait choisi parce que j'étais vraiment prête à tout. Je me souviens très bien de mon premier gorille, 3 jours après mon arrivée. Je ne savais rien. Mon guide n'avait aucune expérience du pistage et nous ne trouvions pas le moindre animal. Mais, ce jour-là, nous marchons depuis plusieurs heures, lorsque soudain nous apercevons de l'autre côté du ravin, à 200 mètres de là, un gorille se chauffant la fourrure au soleil. Je sors lentement les jumelles de leur étui, prépare mon bloc-notes et l'observe pendant de longues heures. Il ne fait strictement aucun mouvement. Finalement, je réveille mon guide qui s'était paisiblement endormi et décide de me rapprocher. Arrivé à quelques mètres, mon gorille se relève enfin. Et je découvre qu'il s'agit en réalité d'un cochon sauvage géant, tellement vieux qu'il s'est à peine éloigné en m'apercevant. D'ailleurs, nous l'avons retrouvé mort de vieillesse 2 jours plus tard sous un arbuste. Le soir même, je suis brutalement tirée de mon sommeil et jetée hors de mon lit de camp. J'avais l'impression que les volcans éteints se réveillaient pour entrer en éruption. Des grondements sourds, une puissante odeur, ma tente piétinée. Des éléphants. Ils étaient 3. Et l'un d'eux a laissé une énorme carte de visite juste à l'entrée de ma tente. Voilà, les premiers contacts avec l'Afrique. Ici, vivre est un exercice quotidien. Et mourir de vieillesse comme ce cochon géant, une exception. Ils ne savent pas qui m'a tué. Ils ne sauront jamais. Comme ces brumes. Un mystère. Moi, j'ai vu le bras, la main, la machette, et l'homme au bout de la machette. Mon corps est mort. Mais la somme d'amour et de travail que j'ai dédiée au gorille reste. Rien de grand ne s'entreprend sans passion. Je crois qu'il n'y a que l'amour qui compte. Non, ce n'est pas un cri de gorille. Lorsqu'on en rencontre un, le son précède la vue et l'odeur précède les deux. Une horrible puanteur musquée, à la fois animale, humaine. Puis l'air cristallin se brise comme une vitre par une série de cris aigus, assourdissants. Rien ne vous prépare à une avalanche de sons aussi terrifiants.
en nous trouvant face à face avec eux pour la première fois, mon guide a murmuré « Mon Dieu, ce sont là, sûrement, nos ancêtres. » À sa façon, il résumait les raisons qui m'avaient conduite en Afrique. Je voulais vivre parmi les animaux sauvages, dans un monde qui n'avait pas encore été transformé, sali par les hommes. Je voulais remonter le cours du temps. Je me souviens, prête à tout quitter pour réaliser mon rêve. Pour tout bagage, j'avais emporté une machine à écrire, quelques tonnes de papier, une garde-robe achetée en solde au surplus de l'armée américaine, mes précieuses cigarettes, 25 kilos de médicaments. J'aurais pu tenir un mois entier en me nourrissant exclusivement de médicaments, prête à tout. Mais là, à ce moment précis, face à ce monstre de 2 mètres qui vous charge, je n'avais plus qu'une idée en tête. Fuir! Mon guide me força à ne pas bouger. Par la suite, je compris. La charge d'un gorille, c'est du bluff. Et je les vis. Un groupe de 16 gorilles, occupés à se construire des nids et à se chauffer au soleil. Rien à voir avec mon vieux cochon léthargique. Ils se dispersèrent en m'apercevant pour se cacher dans la forêt. Déçu, je me mets à escalader sans succès un arbre au tronc lisse et m'apprête à abandonner lorsque Samweke, mon guide, pris d'un fou rire silencieux, me pousse vers le haut. Je réussis enfin à m'élever de quelques mètres. J'imagine que mes soupirs, mes exclamations, le bruit des branches brisées ont fait fuir les gorilles définitivement. À ma grande surprise, je les aperçois, assis au bas de l'arbre, bien en rang, tête en l'air, comme les spectateurs d'une pièce de théâtre. Il ne leur manquait plus que des sachets de caramel et des esquimaux. Ah non, ce n'étaient pas des monstres sortis de l'enfer. Je découvrais de magnifiques créatures à l'épaisse fourrure qui me regardaient de leurs beaux yeux marrons, chaleureux, timides et curieux. Je les comprenais. Je gagnerais leur confiance par le jeu, comme avec mes enfants autistes. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai su. Je partais pour un voyage sans retour. Vivre avec eux, les laisser me connaître, être, enfin, avec eux, parmi eux. Et quel voyage! Il m'a tout d'abord fallu du temps avant de posséder l'art de pister les animaux. La première fois que nous avons trouvé les traces fraîches d'un groupe de gorilles, je me suis précipitée, convaincue de les voir à tout moment. Si vous voulez rencontrer des gorilles, vous devez suivre les traces de l'endroit où ils vont, et non pas celles à l'envers d'où ils viennent. Ma première leçon de pistage. Ensuite, j'ai appris. Les branches inclinées indiquent le passage des animaux, ainsi que la direction de leur déplacement, aussi bien que les griffes des gorilles sur la terre humide. De loin, je repérais les lianes ou les écorces endommagées. J'étais même capable de sentir leur odeur imprégnée dans le feuillage. J'étais obsédée par le moindre indice qui pouvait me renseigner sur le temps écoulé depuis le passage des animaux. J'appréciais tout particulièrement l'analyse de leurs excréments. Ils me fournissaient de précieuses indications sur la distance à laquelle se trouvait le groupe, mais aussi sur sa taille, sa composition et même son état d'esprit collectif. La fraîcheur des excréments peut s'évaluer par le nombre de mouches, d'œufs, d'asticots posés dessus, ou par son degré de tiédeur. Bien entendu, pour évaluer la température, il faut les prendre bien en main, les tenir, parfois les rouler un peu entre les doigts, les presser légèrement, se concentrer sur la température du jus tiède. Au début, j'hésitais. Après, je me disais, ce ne sont que des excréments. Et à la fin, je pensais, 25 minutes, peut-être 20. La grosseur compte aussi. Elle dénonce la taille des gorilles. Et enfin, il y avait l'odeur. Les excréments de gorilles non perturbés ont la même odeur et la même consistance que du crottin de cheval. Ça sent très bon.
presque bon. Ça pue, mais on s'y fait. Mais les gorilles en fuite laissent derrière eux une de ces diarrhées. Et alors là, je pensais... si je pouvais avoir un bon rhume. Oh, le plus drôle, c'était les cours d'excréments. Chaque étudiant fraîchement débarqué avait droit à une assiette d'excréments de gorille à disséquer. On ne vous apprend pas ça sur les bancs de l'université. On n'y apprend pas non plus à se battre. Ce soir, je n'ai pas eu le temps de me battre. Même pas réussi à glisser des balles dans mon pistolet. On m'avait bien prévenu que les gorilles seraient dangereux. Les gorilles, les buffles, les éléphants, même les moustiques. Mais jamais rien sur les hommes. Je ne comprendrai jamais. Ici, les hommes blessent, mutilent et tuent sans discernement. Ils installent partout des pièges pour les animaux. Ceux qui s'en sortent restent infirmes à vie. Un jour, j'ai découvert un pauvre buffle coincé dans un piège qui avait coupé la chair de ses pattes de derrière, le laissant ainsi, paralysé, horriblement torturé. Il était encore plein de courage et grognait de toutes ses forces pour défendre le peu de vie qui lui restait. J'ai pleuré en déchargeant les balles de mon pistolet dans sa peau. Je n'ai jamais oublié ses yeux. Les hommes tuent les gorilles pour les débiter sous forme de souvenirs aux hordes de touristes assoiffés de trophées qui exhibent dans leur salon des mains de gorilles desséchées en guise de cendrier ou des têtes accrochées au mur. Ils prélèvent aussi sur les cadavres des vieux gorilles les oreilles, les langues, les testicules et les petits doigts qu'ils font bouillir en une mixture censée leur donner la force et la virilité de leurs victimes. Ils attrapent aussi les bébés pour les vendre à des zoos. À ce rythme, combien en restera-t-il ? J'ai tant appris. Grâce à eux, en les regardant, simplement, je passais des heures, des jours entiers à les regarder. Je notais tout. 8 groupes. Les différences ? Un secret. Leur empreinte nasale n'est jamais la même. Et je leur donnais des noms. Depuis Fischer, à chaque être cher un surnom, un lien intime entre lui et moi, une porte ouverte sur mon univers intérieur. Avec 2 syllabes, j'exprime l'indicible, un sentiment, une odeur, un élan, une sensation, un souvenir, un espoir. Ainsi, bon, je sais, je n'aurais jamais dû, mais ce gorille ressemblait tellement à mon oncle Bertrand d'Amérique. Pas dans ses traits, bien sûr, mais comme une évocation de tout son être. Quand il l'a appris, mon oncle Bert s'est fâché terriblement, paraît-il. Il devait encore plus ressembler à ce gorille que j'ai appelé oncle Bert, bien entendu. Ainsi, j'avais un oncle Bert d'Amérique qui vivait une vie paisible de retraité et un oncle Bert d'Afrique qui faisait de même, entouré des siens, Flossie, Maisie, Pétula, ces 2 compagnes, Macho et Old Goat, qui, quant à elles, ressemblaient vraiment à une vieille bique, comme ma tante. Oncle Bert, Macho, Titchit, Li, Ngi, autant d'amis qui m'avaient autorisé à les approcher, à les connaître. Ce fut long. Plusieurs mois. Avant que les gorilles n'aient plus peur de l'homme. De moi. On ne répare pas si aisément un passé douloureux. Une mémoire inscrite dans le sang. La violence. Les sommets des anciens volcans Virunga est leur unique refuge.
Derniers îlots de tranquillité où la résistance humaine n'excède jamais 2 ans parce qu'il y fait froid. Parce que la pluie, la grêle tombent ici avec une violence inouïe, plus de 300 jours par an. Les gorilles finissent par y mourir de pneumonie. Pour ces êtres vivants chassés du reste du pays et exterminés, pas d'autre solution que de fuir dans les montagnes. Un peuple en exil. Une mémoire de sang. Tout ça parce que ces grands singes effrayaient. Des lits de sale gueule. Je les comprenais. J'entrais dans leur territoire inconnu comme un enfant dans une fable. Aucune frontière ne sépare un être vivant d'un autre. Je me souviens, Peanut était un gorille tout noir. Je l'observais depuis plusieurs heures en mâchant quelques branches de céleri à sa façon. Soudain, il a quitté son arbre. Il s'est frappé la poitrine. Il a jeté en l'air quelques feuilles. Il s'est pavané en frappant le feuillage tout autour de lui. Et pour la première fois, il est venu s'asseoir à côté de moi. Je pouvais sentir son souffle. Son expression indiquait qu'il m'avait amusée et que maintenant c'était à mon tour. Je me suis mise à mimer de plus belle la cueillette et sa manière de se nourrir. Aucune réaction. Je change d'activité et me gratte bruyamment la tête. Les gorilles se grattent souvent la tête. Presque aussitôt, Peanut s'est mis à se gratter. C'était à se demander qui singeait qui. Alors je me suis étendue sur le feuillage, paraître aussi inoffensive que possible, et lentement, je lui ai tendu la main. Je lui ai présenté la paume qui ressemble plus à celle des gorilles que le dos de la main. Et j'ai attendu. Peanut semblait réfléchir. Et puis, il a délicatement posé ses doigts sur les miens. Main dans la main. Les frontières abolies. Le premier contact physique entre le monde sauvage et un être humain. Enfin, un être humain. Moi. J'ai tant appris. Grâce à eux. Le groupe 4 me traitait presque comme une des leurs. Je faisais leur toilette, eux faisaient de même avec moi. Au jour le jour, le lien grandissait. Une famille. Je m'allongeais au soleil avec eux et ensemble, nez en l'air, nous goûtions le même plaisir en échangeant des héros de complicité. Et puis il y avait Digit. Mon Digit. Mon tout petit. Digit parce qu'un de ses doigts était cassé. Il adorait jouer. Riait aux éclats quand je le chatouillais, se renversait sur le dos en agitant les jambes. Digit. Mon préféré. Un jour de pluie, j'observais mes chers gorilles, mais à distance pour ne pas les déranger. J'étais gelée, je grelottais, mais comme souvent, je ne parvenais pas à me séparer d'eux et à regagner mon camp. Soudain, je sens un bras autour de mes épaules, je tourne la tête et rencontre le beau regard de Digit qui, d'un air pensif, s'assoit à côté de moi. Je pose ma tête sur ses genoux et nous restons là. Je n'oublierai jamais. Ainsi, la fraternité existait.
lire dans l'autre, répondre aux besoins de l'autre, simplement. Parfois, je connaissais la fatigue, le découragement face à l'immensité de mon travail. Il m'arrivait de ramper des heures entières dans la végétation sans parvenir à les trouver. J'oubliais tout en leur présence. Les retrouvailles étaient simples, intenses. Un jour de froid, le groupe 4 a accouru en me voyant. Ils m'ont entouré de leurs belles fourrures qui formaient une couverture géante sous laquelle je me laissais glisser comme une enfant fatiguée. Kweli, le petit-oncle Bert, est venu s'asseoir sur mes pieds, petite bouillotte vivante. Tandis que Macho, sa mère, en profitait pour me nettoyer tout en me surveillant du coin de l'œil pour s'assurer que j'étais une bonne babysitter. Digit émergea alors de l'obscurité, me dévisagea longuement pour lire au plus profond de moi comme un médecin scrutant son malade afin de lui prescrire le bon remède miracle. Et puis, il arracha une branche de céleri, la débarrassa de ses grosses feuilles et, timidement, déposa son offrande à mes pieds avant de disparaître dans les ténèbres. Confiance, tranquillité, douceur, des mots absents de mes relations avec ceux de mon espèce. Je naissais une seconde fois. Peut-être n'étais-je jamais née avant. J'étais heureuse. Le groupe 5, lui, aimait se poster sur un promontoire rocheux afin d'observer en contrebas une tribu d'humains, les Hutus, vagues cousins primates qui cultivaient laborieusement les champs. Les gorilles les observaient d'en haut. « Vous en êtes encore là ?» semblait-il leur dire, plein de condescendance. Et les Africains criaient « Ngagi Ngagi !» ce qui signifie gorille, gorille. Et puis, une fois leur curiosité satisfaite, les gorilles retournent à leur cueillette et les Africains à leur inlassable sarclage des champs. Un jour que ce petit rituel avait lieu, je n'ai pas pu résister. Quand ma tête a surgi parmi mes gorilles entourés de puck et de tuck, les cris des hommes ont triplé. « Nyarama Chabeli Nyarama Chabeli !» Aussitôt les gens ont accouru depuis les champs, les huttes se sont vidées, les enfants se sont cachés sous les jupes de leur mère. Ils en ont mis du temps à se remettre. Et nous aussi, de notre fou rire. Nyarama Chabeli, c'était le surnom qu'il m'avait donné. La femme solitaire des forêts. Ce soir, Nyarama Chabeli est morte. Je ne serai plus jamais solitaire. Je vais rejoindre mes frères. Digit, mon préféré. Nous explorons une région toute proche de la frontière du Zaïre. Nous traversons une zone de végétation écrasée et imprégnée d'excréments liquides qui témoignent du passage éclair d'au moins une douzaine de gorilles terrorisés. Et puis, dans une clairière toute proche de là, nous apercevons un monticule noir et informe entouré d'un essaim de mouches à viande. C'est le corps énorme d'un gorille, ou plutôt ce qu'il en reste. La tête a disparu. Les bras se terminent par des mognons sanglants d'où sortent des éclats d'os brisés. L'abdomen est éventré. La fourrure, autrefois douce, lustrée, est raidie par le sang coagulé. Non. Ça ne se peut pas. Digit, assassiné. Mon Digit, que j'avais connu quand il n'était encore qu'une boule de peluche noire.
Un moment peut changer une vie. Pour toujours. On ne mesure pas toujours la violence d'un moment. À un trop-plein, une déflagration, la cervelle explose. Vite se protéger, se retrancher à l'intérieur de soi dans un recoin isolé. Une partie de soi vole en éclats. Trop tard pour en recoller les morceaux. L'autre est vivante et se voit agir. Dans tous les cas, comme pour papa, je n'en parlerai plus jamais. Le groupe 4 avait été poursuivi sans relâche par les braconniers et par leurs chiens. Fidèle à son devoir de défendre sa famille, Digit avait couvert la retraite des siens en affrontant les hommes armés et en les chargeant. Il s'était battu jusqu'à la mort. Une mort qui ne serait pas vaine. 2 jours plus tard, nous avons arrêté l'un des assassins de Digit. Il nous a donné le nom des autres meurtriers et le motif du meurtre. Un marchand a offert au chef braconnier Munyarukiko la somme de $20 pour obtenir la tête et les mains d'un gorille à dos argenté. Avec ses 10 ans, Digit était un jeune dos argenté. La vie, la précieuse vie, a donc un prix. $20 $20, le prix de l'horreur. Le lendemain, nous avons remis l'assassin aux autorités. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans mon existence. Livrer ce misérable intact. J'aurais donné ma vie pour sauver celle de Digit. Et je l'ai donné, ma vie, offerte à l'Afrique, à la nature sauvage. Offerte, ma vie. Écoutez! Le monde en folie. Vive la mort, vive la faim. Pas un cri, vive la vie. Nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. J'ai bu. Je me souviens. Souvent. Il fallait bien combattre le mal de l'astronaute. J'avais lu quelque part qu'on les entraînait à supporter les symptômes de la pesanteur, comme moi, avec l'altitude, qui rend bizarre. Je ne crois pas avoir été aimée, pas par les hommes en tout cas, ou trop rarement. Mais j'ai donné beaucoup d'amour. Tout s'apprend. Même l'amour. Apprendre à recevoir. Apprendre à souffrir. À accepter. Apprendre le manque. Richard Price ne m'a pas appris l'amour, ma mère non plus quant à papa. Seuls les enfants et les animaux m'ont appris ce qu'est l'amour et eux ne connaissent pourtant pas l'existence de ce mot. On parle trop souvent d'amour, on rêve trop souvent d'amour, on fait trop souvent l'amour, on boit trop souvent à l'amour, on aime trop rarement d'amour. J'ai aimé pourtant, avec la même intensité que j'ai vécu, passionnément. Et je n'ai su garder personne. Peut-être ma vie dans ces montagnes ou mon caractère. Des rencontres, des aventures, des nuits, des souvenirs, il y en a, mais personne ne m'a jamais appartenu et je n'ai jamais appartenu à personne. J'appartiens à ces montagnes. Elles-mêmes comme je suis.
libre. Nous avons enterré Digit dans un coin de terre, près de ma cabane. Je veux être enterré ici, dans ce cimetière où reposent mes gorilles. Et une femme, une amie, Debbie. Elle devait venir travailler avec moi, mais... Un jour, ses parents sont arrivés sur mon camp avec les cendres de Debbie. Selon sa volonté, nous les avons répandues au-dessus des montagnes Virunga. La veille, un bébé gorille est né, l'enfant de Digit. Nous l'avons appelé Moelu, lumière brillante, miroitante. J'ai emmené les parents voir le bébé. Moelu, c'était le prénom que nous avions prévu de donner à Debbie. En somme, ils avaient une seconde fille. En Afrique, tout est esprit. Peut-être mes gorilles parlaient-ils de moi en me nommant. Vieux céleri, corps épilé, Nyarama Chabeli, la femme solitaire des forêts, qui sait. Il faut croire que j'étais devenue moi-même un gorille. On parlait de moi en disant « Fossile Fosset ». Eh oui, le voilà, mon surnom chez les civilisés. Fossile Fosset, tout est dit, hein. Y compris qu'ils ne m'aimaient pas. Les hommes, l'ivresse du pouvoir, l'argent. Pour moi, la grâce de mes gorilles était évidente. La richesse de leurs émotions donnait foi en la nature humaine. Ce qu'on nous avait dit était faux. On pouvait tous vivre sur cette planète, pas besoin de guerre, de frontières. Pour se protéger de quoi? Quand je te regarde, c'est moi que je vois. Les mêmes besoins. Regardez, et le monde peut être sauvé. Pour les politiciens, les braconniers, fossiles fossagenais, mieux valait me croire folle, m'ignorer, me diaboliser. On ne voulait pas m'écouter, tant pis. Pseudo-détenteur d'un monde qui ne vous appartient pas. Agir avant qu'il ne soit trop tard. À quel tour quand ils seront tous morts? Toute ma vie, j'ai pourchassé les braconniers. J'impliquais chaque étudiant dans ma lutte sans merci. Et avec mes équipes armées de pétards, de bombes lacrymogènes, de masques de carnaval qui les terrorisaient, nous marchions parfois jour et nuit sous la pluie, avant de tomber sur leur campement, de pouvoir détruire leurs armes, leurs pièges, et de les escorter jusqu'aux autorités. On ne vous apprend pas à vous battre sur les bancs d'université, l'Afrique me l'a appris. Première chute, première fracture, jambe cassée nette. Malgré la douleur, je me suis déplacée jusqu'au village avec un bambou comme béquille. On a dû me recasser le tibia pour m'opérer. Deuxième chute, deuxième fracture. Une côte cassée, on a profité pour perforer un poumon. Le chirurgien a dû m'en enlever un morceau. Il craignait que la fumée de mes cigarettes ne ressorte par là. Un morceau de poumon sauvé du cancer du fumeur. Tant pis pour mon corps. Il s'est bien battu. Merci, mon corps. Mes poumons. Ma bouteille d'oxygène. Sans elle, impossible de respirer. En réalité, il y avait longtemps que Fossile Fosset commençait à quitter la Terre, mais tout doucement, morceau après morceau, comme pour m'habituer, discrètement. Oncle Bert conduisait le groupe lorsqu'ils ont été attaqués. Il tenta de mettre sa famille en sûreté sur les pentes de la montagne. Derrière lui, Macho tenait Quelly dans ses bras. Quand Macho s'effondra, Oncle Bert se retourna pour essayer de l'aider. Il fut immédiatement abattu.
Les braconniers ont arraché la tête d'oncle Berthe. En réalité, c'était Queenie qu'il voulait pour le vendre à un zoo. On le retrouva blessé, mais vivant. Plus loin, oncle Berthe et sa femelle macho reposaient ensemble, majestueux sous leur pelage argenté, morts d'amour pour avoir sauvé leur fils. On tenta bien de le guérir de sa blessure. Moi et mes frères gorilles, de lui tenir chaud. Mais comment survivre à la cruauté des hommes quand on a 3 ans et qu'on a vu ses parents mourir sous ses yeux? Le soir, chaque membre du groupe vint se recueillir près du nid du petit orphelin, le fixa solennellement dans les yeux avant de repartir en silence. Les gorilles savaient que la vie de Queenie était terminée. En Amérique, oncle Berthe est mort à 95 ans. De sa belle mort, entouré des siens. En Afrique, oncle Berthe est mort à 35 ans. Une balle en plein cœur. On ne se bat jamais mieux que par amour. Pourtant ce soir, pas eu le temps ni la force de me battre. L'homme connaissait parfaitement les lieux. Il a cisaillé la cloison. Je me suis levée pour charger mon pistolet, mais l'homme était déjà sur moi. 6 coups de machette au visage, suis défigurée. Moi qui ne m'étais jamais trouvée belle. Il est parti sans rien emporter. Ni argent, ni objet de valeur, ni rien. Ma vie, c'est tout. Un jour de Noël. Je me souviens. Nous passions chaque fête de Noël à Carissoquet, mon camp. Et d'une année sur l'autre, nous étions de plus en plus nombreux. L'année dernière, j'avais passé la nuit entière à emballer des cadeaux et à préparer de la nourriture. La fête était censée être réservée aux Africains qui travaillaient sur mon camp, mais chacun s'est mis à inviter toute sa famille. 81. Il y a eu 81 hommes, femmes, enfants qui sont montés passer le réveillon à Carissoquet. Et 82 en sont redescendus. Ce soir-là, j'ai fait naître mon premier bébé entre le repas et la distribution des cadeaux. La femme enceinte était de la tribu des Tois. Toutes les autres étaient des Hutus. Aucune n'était désireuse de l'aider. J'étais donc seule, encore une fois. Juste écouter son cœur. Je me suis retroussé les manches, j'ai préparé de l'eau bouillante, et quand le bébé est sorti, j'ai coupé moi-même le cordon avec le couteau à pain qui, heureusement, venait d'être affûté. J'ai donné des tapes au bébé qui ne semblait pas du tout respirer. Enfin, il a poussé un cri. La maman a sucé les glaires de son nez et de ses oreilles. J'ai préféré nettoyer moi-même son petit corps de tétard. Tout le monde a assisté au spectacle réuni dans un seul souffle. Fini les guerres intestines. Le jeune papa a déclaré que son fils serait baptisé Carissoquet. Carissoquet, le nom que j'avais inventé 18 ans plus tôt pour mon campement. Notre campement. Et puis les femmes ont entamé un chant de naissance. Je n'ai pas de mots, juste que je n'oublierai jamais. Nyarama Chabeli aura fait naître un bébé. Pour quelqu'un qui défend la vie, voilà ce que j'appelle de la conservation active. Le nom que nous donnons à notre travail d'anti-braconnage. Nous, une conscience collective. Une équipe africaine qui explore la montagne en permanence, traque les braconniers loin dans la forêt, détruit jusqu'à 3000 pièges par an. Je leur paie de bons salaires, les nourris, les habille. Ils aiment ce travail. Ils sont maintenant fiers de leur montagne et de leurs frères, les grands singes. Je me souviens, un géant Tutsi, superbe colosse de 2 mètres, voulait à tout prix rejoindre ma patrouille. Je n'y voyais aucun inconvénient. Le seul ennui, c'est qu'il chaussait du 46, avec des pieds aussi larges que longs, et qu'il voulait à tout prix une paire de bottes, comme les autres hommes. J'ai fini par envoyer un dessin de ces incroyables panards à la ville la plus proche, en implorant une solution. Un vieil artisan lui fit une paire de sandales solides, dans des pneus et une chambre à air.
Tout le reste de sa patrouille, notre géante Tutsi gambada ainsi enchantée. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un don des États-Unis. 10 paires de bottes flambant neuves. Mon géant Tutsi a failli s'évanouir en les voyant. Il jurait que la plus grande paire lui irait. Ses pieds s'enfilèrent dans les bottes avec autant d'effort qu'un postérieur de taille 48 cherchant sa voie dans un jean de taille 40. Du haut de ses 2 mètres, il contempla ses bottes avec amour, décréta qu'elles lui allaient parfaitement et qu'il dormirait avec pour accoutumer ses pieds. Les pauvres. Le lendemain, nous avons passé une demi-heure pour détacher les bottes de ses pieds enflés, une autre pour en réduire le volume en les trempant dans de l'eau glacée. Sans m'en rendre compte, j'avais tissé des liens, créé vraiment. C'était ma terre, leur terre. J'avais rétabli un équilibre. Les hommes, les femmes, les enfants, la nature, les animaux. Il fallait en parler, dire que c'était possible. Parler de mes recherches. Je suis partie aux États-Unis participer au congrès donné par le National Geographic et puis j'avais besoin d'argent pour continuer ma conservation active. Je me souviens. J'avais acheté une belle robe en soie rouge pour que Fossil Fosset soit jolie, pour que surtout elle soit entendue. Pour eux. Qu'est-ce que j'allais leur dire? Mesdames et messieurs, telle est ma vie, solitaire, dans mes forêts. Une solitude qui finit par avoir raison de nous. Cependant, quand je suis venue en Afrique, j'avais choisi. La solitude est un choix, une aspiration, une liberté. L'isolement est tout autre. C'est une punition, une violence infligée, une condamnation. Rien ne nous prépare à supporter l'isolement. Il en est de même pour tout être vivant. Les grands singes, nos ancêtres, vivent à l'état sauvage, aux frontières d'une civilisation humaine qui réduit constamment leur territoire. Les enfants inadaptés dont je m'occupais étaient également isolés du reste du monde et parqués dans des institutions, à l'écart. La différence continue de faire peur. Et pour moi qui ai connu l'horreur de la guerre, des camps, je souhaite de tout mon cœur m'opposer à cette frayeur de l'autre. Nous sommes tous faits d'émotions. Nous avons tous une âme, humains aussi bien qu'animaux. Beaucoup d'entre nous font l'expérience de la souffrance. Nous présentons alors les mêmes comportements, ennui, prostration, incapacité à nous concentrer et à agir, dépression, balancement, régression, autisme. Nous avons maltraité nos ancêtres, les grands singes. Mais leur amour et leur paix, en parfaite harmonie avec la nature, sont là pour nous rappeler que nous sommes aussi des êtres capables de compassion. Ils m'ont réappris à vivre, à regarder, à écouter. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de surmonter nos peurs, nos hontes. Chaque fois que nous agissons avec compassion, nous faisons bouger les choses. L'argent me manque. Pas pour moi, bien sûr, mais pour continuer ma conservation. Vous pouvez m'aider. Mais si j'ai déjà réussi à semer en vous l'envie de vous asseoir un instant, seul, à l'écart, loin du tumulte, et de vous questionner sur comment bâtir un monde meilleur, alors, merci. Nous sommes tous de vieux camarades.
et nous nous complétons. Après ces 3 années qui m'avaient permis de finir mon livre, mon doctorat et d'enseigner, je suis enfin rentrée chez moi. J'étais inquiète. 3 ans, c'est long. Il m'avait peut-être oubliée. J'ai tout d'abord revu mon équipe africaine. Très émouvant. Nous nous sommes embrassés, nous avons ri, pleuré en nous racontant toutes sortes d'histoires. Et quelques jours plus tard, je me préparais à refaire connaissance avec les gorilles. Il a bien fallu grimper près de 2 heures avant de les trouver, dans un creux, entre 2 collines. Je soufflais et haletais comme un vieux buffle. Ils étaient 14 en tout. Ils se reposaient au soleil parmi la végétation. Après avoir repris mon souffle, je me suis dirigée vers eux. Arrivée à quelques mètres, je me suis assise et j'ai commencé des sons à la fausset, une série de grognements que les gorilles expriment quand ils sont contents. La femelle la plus proche était Elfie, que je connaissais depuis toujours. Pendant mon absence, Elfie avait eu un autre bébé, Maggie, qui visiblement ignorait la timidité. Maggie a aussitôt grimpé vers moi pour inspecter mes vêtements et mon équipement. Elfie s'est mise à me regarder tout en mâchant sa branche de céleri. Elle a plissé les yeux, comme une vieille myope qui n'en croit pas ses yeux. Puis elle a jeté sa branche de céleri et rapidement elle s'est dirigée vers moi. Toc! Une autre femelle que je connaissais depuis toujours a surgi d'entre les buissons pour prendre Maggie et la mettre à l'abri. Et puis elle s'est plantée devant moi, à 4 pattes, son visage tout proche du mien, tout proche. Et elle m'a regardé, longuement, une éternité. Ne sachant pas trop quoi faire, parce que je n'avais jamais vu une telle réaction, je me suis aplatie de tout mon long sur la végétation. Alors elle a reniflé mon cou, ma tête, elle s'est couchée à mes côtés, et elle m'a embrassée. Embrassée! Dieu! Elle se souvenait. Tex s'est mise à me faire du charme et moi aussi. Ensemble, nous avons échangé quelques rots de complicité. Et puis Elfie est arrivée, elle m'a reniflé la tête, le cou, et elle s'est couchée sur moi. J'étais littéralement écrasée. Les murmures des 2 femelles ont été entendus et bientôt chacune des membres du groupe est venue se joindre à nous et m'ont entourée de leurs longs bras. Nous ne formions plus qu'une énorme boule de fourrure noire. Les petits aussi se sont joints et en ont profité pour me frapper gentiment, me pincer, me tirer les cheveux et essayer d'emporter tout ce qui dépassait. Ils ont essayé de me prendre ma gourde, mes lunettes de soleil, ont fini par me piquer mes gants en cuir. Qu'importe. J'aurais pu mourir ce jour-là puisqu'elles s'étaient souvenues de moi. Et pendant que les petits faisaient des cabrioles à quelques mètres de là, les femelles et moi en avons profité pour bavarder pendant 1 heure parmi la végétation. J'ai honte d'avouer que c'est moi qui ai émis le plus de sons. Mais comment résister à un tel accueil et à un tel auditoire? Et comme en parlant leur langue, je ne savais plus trop ce que je leur disais, j'ai fini par leur parler anglais. Je leur ai tout raconté, tout. Ma vie en Amérique, ce qui m'a valu quelques grognements d'empathie. Je me suis excusée de m'être absentée aussi longtemps. Elles comprenaient. Et j'ai fini en leur disant à quel point j'étais contente d'être revenue. Je suis certaine qu'elles ont tout compris. Les mâles ne nous ont pas interrompus. Finalement, le plus âgé a aboyé pour clore notre séance de bavardage. Il était temps de partir. Ce jour-là, j'ai su que j'étais revenue chez moi et que personne ne pourrait me chasser d'ici. Nyarama Chabeli. Quand on comprend la valeur de toute vie, on s'attarde moins sur le passé et on se préoccupe davantage de la sauvegarde de l'avenir. Il y a quelques mois, on a tenté d'empoisonner mes 2 perroquets. 10 jours plus tard, j'ai trouvé sur le perron de ma case une vipère sculptée dans un morceau de bois. Quelqu'un annonçait ma mort. Ils ne savent pas qui m'a tuée, mais moi je sais. La haine m'a tuée. Maintenant, vous savez. Vous saurez prolonger mon rêve. Après avoir tant aimé cette terre et mes gorilles,
Je suis heureuse de reposer ici parmi les êtres avec qui j'ai vécu. Et ceux qui pensent que la distance de Dieu à l'homme n'est pas aussi grande que celle de l'homme au gorille, alors c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu, ou l'homme, ou les gorilles. Je me souviens. Je me souviens de la main de Didjit dans la mienne, du regard profond de Macho, de leurs bras sur mes épaules, de la naissance de Moelu, du baiser de Tuck. Je me souviens de cette fraternité animale, végétale, échangée avec la nature. Je me souviens d'où je suis venue et du choc de l'Afrique. Je me souviens de tout, même de ce que je n'ai pas vécu, et de l'amour